Sur le plan cardiologique, donc on va chercher des signes principalement d'insuffisance cardiaque droite pour reprendre les grands syndromes, de péricardite, donc je vous demande de vous rapprocher de douleurs thoraciques, les signes d'endocardite, donc qui sont des anomalies des valves, et donc l'auscultation va être anormale. On va voir ce genre de choses, mais je ne veux pas que vous reteniez. On peut voir ce genre de choses, de lésions cutanées, qui vont témoigner d'une lésion d'endocardite. Donc l'endocardite, on va écouter le cœur et on va entendre, en fonction de la valve, une anomalie par rapport à d'habitude, ce qu'on appelle un souffle. Sur le plan pulmonaire, ce qui est quand même fréquemment en cause, dans les signes fonctionnels, on va avoir une expectoration. C'est comme ça qu'on appelle les crachats. On peut utiliser ce terme d'expectoration, dont on va déterminer la couleur, transparent, blanc, jaune, vert. On peut aussi avoir une expectoration sanglante, qu'on appelle une hémoptysie, de la toux, une douleur thoracique, une dyspnée. À l'inspection, on peut voir la toux, voir les expectorations, on peut voir la fréquence respiratoire, on peut voir les hémoptysies. À l'inspection, on va voir s'il y a des signes d'insuffisance respiratoire aiguë, c'est-à-dire la mise en jeu des muscles respiratoires accessoires. On peut entendre un wheezing. Donc le wheezing, c'est un sifflement que vous entendez par vos oreilles. Il n'y a pas besoin d'utiliser le stéthoscope. Le sifflement expiratoire avec des signes d'insuffisance respiratoire. À la palpation, à la percussion, eh bien, on va, avec les vibrations vocales et avec la percussion, rechercher un épanchement pleural unilatéral, comme sur la radio en bas, un épanchement pleural gauche. À l'auscultation, on va attentivement écouter tout le poumon pour rechercher des crépitants, un souffle, un frottement. Et les signes de gravité, souvent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est confusion, une encéphalopathie, c'est-à-dire que les gaz du sang, l'oxygène, la PaO2 est basse, faisant que le cerveau a du mal à fonctionner, ce qu'on appelle une encéphalopathie. Et quand il fonctionne mal, l'échange gazeux globalement ne fonctionne mal, et donc vous avez une baisse du CO2 qui va emmener à des sueurs. Parfois une tachypnée, c'est-à-dire une fréquence respiratoire très élevée. En rhumatologie, on peut avoir des douleurs articulaires, donc là de rythme inflammatoire, et je vous demande de vous rapprocher de douleurs des membres inférieurs. Je rappelle juste que c'est dès qu'on ouvre les yeux, la douleur est présente et surtout elle est accompagnée d'une raideur, c'est-à-dire d'un blocage pendant au moins une demi-heure et parfois associée à un gonflement. On a les mêmes problématiques pour les rachialgies, c'est-à-dire des douleurs du rachis. Elles peuvent être de rythme mécanique, et celles qu'on recherche, c'est de rythme inflammatoire. C'est elles qui peuvent donner de la fièvre. À l'inspection, on peut voir un gonflement, comme sur la main de gauche du patient sur la première photo. Et parfois, ça peut être d'origine microcristalline. Parfois, quand c'est unique, ça peut être d'origine infectieuse, mais ça peut être aussi des maladies inflammatoires qu'on verra l'année prochaine. Ça peut amener à une impotence. Et parfois, chez les personnes âgées, il faut savoir palper les articulations. Je vous ai mis, juste pour regarder, une IRM du rachis qui montre que les deux vertèbres qui sont blanches au milieu sont des vertèbres anormales avec un abcès. Sur le plan neurologique, il y a aussi des signes de gravité, notamment la confusion, l'obnubilation. Donc dans les signes fonctionnels, le patient peut rapporter une céphalée, des vomissements, notamment dans le syndrome méningé, qui associe des céphalées, vomissements, volontiers des troubles de conscience, une raideur de la nuque et un signe de Kernig et un signe de Brudzinski, qui sont des signes où on va soit bouger la tête et on va voir que de façon réflexe les membres inférieurs vont se plier, soit on va lever les membres supérieurs et on va voir qu'il y a la nuque qui va s'aggraver, enfin la raideur va s'aggraver. Vous avez potentiellement, il faut chercher un signe de localisation, un trouble moteur ou un trouble sensitif, une confusion, une obnubilation comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
il est très important de penser à une méningite, et notamment bactérienne, parce que ça doit faire réagir très rapidement. Sur le plan gastro-entérologique, ce qui est aussi assez fréquent, les signes fonctionnels sont un trouble du transit, des douleurs abdominales, des rectorragies, c'est-à-dire du sang rouge par l'anus, du méléna, c'est-à-dire du sang noir par l'anus, l'hématémèse, qui va être des vomissements de sang, à ne pas confondre avec l'hémoptysie, qui sont une expectoration sanglante venant du poumon. À l'inspection, on va rechercher un ictère, comme ce patient en dessus, un ballonnement abdominal, qui va faire percuter l'abdomen pour rechercher une ascite, une confusion, et la confusion est liée, ça fait partie de la gravité du syndrome d'insuffisance hépatocellulaire, une turgescence jugulaire. À la palpation abdominale, pelvienne, on va avoir une douleur qui soit localisée, soit globale, donc on va palper doucement l'abdomen, en commençant par l'endroit où ça me fait pas mal. On va chercher ce qu'on appelle une défense, que vous avez vu avec le professeur Roudier et avec le docteur Gélu. On est incapable, l'abdomen se défend lorsqu'on le palpe, on va faire le toucher rectal, et on va rechercher une hépatosplénomégalie. La percussion, donc, comme je l'ai dit, va chercher une ascite, et on va rechercher des signes d'insuffisance hépatocellulaire. Sur la peau, c'est généralement pas très compliqué. On recherche soit une douleur, soit une rougeur. Sur le plan gynécologique, on va rechercher des leucorrhées, c'est-à-dire des pertes vaginales, un écoulement, des ménométrorragies, des douleurs pelviennes, comme signe fonctionnel. Les signes physiques, on va faire un toucher vaginal et on va palper le pelvis pour voir s'il y a des douleurs qui pourraient orienter l'origine de la fièvre vers l'appareil gynécologique. Et on n'oublie surtout pas de palper les ganglions. Donc au total, quand on n'a aucun signe de gravité, on sait que par exemple il s'agit d'une étiologie bénigne, comme une histoire ORL toute simple, une rhinopharyngite, on va dire au patient de retourner à domicile et de surveiller la disparition de sa température. Si cette température ne disparaît pas, il faudra le revoir. Si les signes s'aggravent, il faudra revoir le patient. Quand il y a une étiologie qui est évidente, par exemple, vous avez un syndrome méningé, donc avec des signes de gravité, on va d'emblée prescrire des examens complémentaires et hospitaliser le patient en urgence. Quand il n'y a pas de cause, s'il n'y a pas de signe de gravité, on va faire la même chose, on va voir le patient de façon régulière tant que la température est là et tant qu'il n'y a pas d'aggravation. Et enfin, s'il n'y a pas d'étiologie mais une gravité, on va d'emblée faire des examens complémentaires, biologiques, radiologiques, qui vont être ciblés, je vais vous montrer après, et on va hospitaliser le patient. Voilà les examens complémentaires qu'on peut faire. Eh bien, c'est la numération formule sanguine, les paramètres inflammatoires et surtout la CRP, l'AVS, on verra l'année prochaine, on l'oublie de plus en plus, et le fibrinogène n'a pas de nécessité immédiate. L'électrophorèse des protides sériques, en première intention, non, mais on va faire des transaminases, c'est-à-dire regarder le foie, avec les gamma-GT et les phosphatase alcalines. On va faire des hémocultures, c'est-à-dire des petites bouteilles dans lesquelles on prélève du sang, et on va cultiver pour vérifier qu'il n'y ait pas de germes dedans. On va faire un examen cytobactériologique des urines, et on peut, mais pas en première intention, faire une protéinurie. Donc je répète, on fait la numération formule sanguine, le ionogramme sanguin avec les transaminases, les hémocultures, l'examen cytobactériologique des urines. C'est en première. Quand on n'y arrive pas, ou quand il y a des signes de gravité, en fonction de l'orientation, eh bien, on va compléter les examens complémentaires. Notamment, on va assez volontiers, quand il y a des signes de gravité et qu'on n'a pas de cause évidente ou qu'on veut être certain de la cause, on va faire un scanner thoracique ou abdominopelvien. Ou quand on n'a pas de cause du tout mais qu'il y a des signes de gravité, on va faire les deux, scanner thoraco-abdominopelvien. Donc, on va aussi s'enquérir des conséquences de la fièvre.
quand on augmente le métabolisme, on a une fréquence et un débit cardiaque qui vont augmenter. On va s'enquérir de savoir si surtout lorsque la fièvre dure, il n'y a pas un amaigrissement. On va s'enquérir de la déperdition hydrique, puisque on va respirer plus vite, on va perdre, on va être plus volontiers déshydraté. Alors évidemment, quelqu'un comme vous et moi, ça ne va la plupart du temps pas trop poser de soucis, c'est surtout les personnes âgées ou les enfants. Et quand on va vraiment faire très attention au niveau de la température, et quand il est proche des 41, il y a un risque de défaillance multiviscérale. Donc ça, évidemment, ce sont des gens, comme pour tous les signes de gravité, sont à hospitaliser tout de suite et faire baisser la température, notamment par des médicaments comme le Doliprane, par des refroidissements externes en mettant des poches de froid, etc. Donc au total, la première des choses, c'est qu'il faut être bien systématique, bien complet dans l'interrogatoire. On va chercher systématiquement les signes de mauvaise tolérance de la fièvre, et on va rechercher systématiquement les infections graves comme les méningites, les endocardites. Et donc, au total, c'est comme ça qu'on arrive à trouver l'origine d'une fièvre.